est 7 heures. Vous écoutez 5 FM le 5 juin 2018, le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine de nouvelles qui entre chez vous, apporté par Intexto, intexto.ca. Nous sommes également sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. J'ai habituellement avec moi Jean-Étienne Dorsan. Jean-Étienne, bonjour. Bonjour Jean-Étienne, bonjour à tout le monde, bienvenue. Voilà, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité, Jean-Étienne? On parlera de demandeurs d'asile. Ouais. On parlera d'immigration. Hein, globalement. Oui. D'abord, $200 000, plus de $200 000 pour l'intégration socio-économique des demandeurs d'asile à Montréal-Nord en particulier. Nous allons écouter un reportage là-dessus. Le financement est finalement arrivé et ça va passer par un organisme qui s'appelle Entre Parents à Montréal-Nord. Et on parlera d'immigrants toujours, Jean-Étienne. Cette fois, on va se rendre justement au Mexique, à Tijuana particulièrement, cette ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, où récemment, à la fin de 2017, excuse-moi, il y avait... T'arrives toujours pas à chasser ce chat. En fait, il y avait près de 8000 Haïtiens qui étaient en transit entre le Mexique et vers les États-Unis. Quelle est la situation de ces personnes-là? Quelles sont les difficultés auxquelles actuellement il y a une initiative même plutôt personnelle. Oui, il y a deux particuliers qui se sont rendus là-bas pour regarder un peu l'état des lieux, pour faire l'état des lieux, pour regarder la situation. On va faire le point là-dessus. Oui, justement. Et en Haïti, on parlera prise 2. Pour la convocation du CSPN, ça serait aujourd'hui à 11h. Vendredi dernier, c'était à 11h aussi, mais ça n'avait pas lieu. Et ce matin, le CSPN est convoqué à 11h, on verra. Et de toute façon, il n'y a aucune demande officielle de report de tout ça. Et on parlera aussi, Jean-Étienne, On va parler de la visite du président de la République à Taïwan, là où il a signé un accord de coopération avec la Taïwan. Et réaction de l'opposition. Oui, Moïse Jean-Charles qui ne voit pas de bon œil cet accord-là, il va apporter son... Mais c'est un Moïse Jean-Charles qui a du mal à même organiser une conférence de presse conjointe avec l'opposition. Oui, on va voir tout ça. Et qui veut jeter le chef de l'État. Bref. On finira par se rendre aussi, encore une fois, dans l'Artibonite pour parler de cette affaire de Sénèque estimable. Avec Samuel Madistin et Sénèque estimable lui-même. Mais aussi, on fera un suivi sur la démission de Gabriel Fortuné. C'est quoi la procédure maintenant? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui va nommer un autre maire intérimaire ou le Conseil électoral doit organiser des élections? Donc, on verra tout ça. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour $70 seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7h du matin jusqu'à 16h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi manger nos côtés qui vendent. Qui bon marché, chez pour jouer un produit, aller noter pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux putresse. Non, marché, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Jouer bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. Les besoins pour force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Robot, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp.
On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, encore une fois, bonjour, bienvenue à ce magazine d'information apporté par Intexto, nos nouvelles sur le 102.3 FM et en direct également sur notre page Facebook Intexto. Merci de nous suivre, de nous écouter et de nous regarder. On sera en différé sur WhatsApp et YouTube 438-395-1256 pour vos commentaires audio ou texte. Alors, on vous le disait, à Montréal-Nord, le financement est arrivé finalement. Plus de 200 000 $ pour l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants, notamment des demandeurs d'asile. Combien ils sont? Moi, je croyais que c'était beaucoup plus que ça, Jean-Étienne, mais tu sais combien l'arrondissement de Montréal a recensé? Il y a eu une enquête pendant 9 mois, là, de juillet à mars dernier. L'arrondissement a enquêté sur le nombre de demandeurs d'asile qui sont arrivés et qui se sont installés véritablement à Montréal-Nord. On parle de ceux qui se sont installés à Montréal-Nord. C'est 3000 demandeurs d'asile. Et là-dedans, il y a plus de 400 enfants qui sont arrivés ici à Montréal-Nord et qui se sont installés. Donc, point besoin de vous dire que, bon, la commission scolaire de la Pointe de l'Île a eu du pain sur la planche pour intégrer ces enfants-là. Bref. Et les organismes communautaires qui viennent habituellement en aide aux nouveaux arrivants souffraient d'un manque de financement. Le financement n'était pas adéquat. Ils faisaient ces organismes-là avec les moyens du bord. Bon, finalement, il y a eu plusieurs organes du gouvernement en tout cas, qui ont délié les cordons de la bourse pour venir en aide à ces gens-là. Et c'est l'organisme Entre Parents qui est la porte d'entrée en fait et qui coordonne un plan d'action actuellement qui va être mis en œuvre. On va écouter ce reportage. Au nom de mon collègue Martin Coiteux, qui agit en tant que ministre responsable de la région de Montréal, j'annonce l'attribution d'une aide financière de 160 000 $ à l'organisme Entre Parents de Montréal-Nord pour soutenir la réalisation de cette démarche. J'en profite pour souligner que dans le cadre de son programme Réussir l'intégration, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a accordé pour sa part une somme de 65 000 $ à Entre Parents de Montréal-Nord pour les services d'aide à la recherche de logements dédiés aux nouveaux arrivants. Cela porte à plus de 200 000 $ les subventions accordées à Entre Parents. Rita De Santis, députée provinciale de Bourassa, précise ici les montants alloués par différents organes du gouvernement du Québec afin d'aider Entre Parents, l'organisme porte d'entrée des demandeurs d'asile. Sa directrice générale, Isabelle Alexandre, égrène quant à elle les différents axes d'intervention auxquels cet argent servira. L'axe, l'accueil et l'installation, l'ameublement, l'alimentation, l'immigration et l'intégration, le soin de santé et soutien psychosocial, l'emploi, formation, éducation des adultes, petite enfance, éducation et réussite, socialisation et loisirs, communication, concertation et référencement. Depuis l'arrivée massive des demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, en 2017, les organismes du milieu étaient surmenés et souffraient d'un manque de financement adéquat. Plusieurs d'entre eux, dont le regroupement des intervenants d'origine haïtienne, faisaient des représentations auprès du fédéral et du provincial avec un message. Il faut traiter ces gens avec respect et humanité. Roger Petitfrère, coordonnateur du Rio, dit avoir insisté particulièrement auprès du gouvernement du Québec à cet effet. Nous lui avons demandé de penser à des mesures spéciales en matière d'éducation, des mesures spéciales en matière de santé et de services sociaux, des mesures spéciales en matière de loisirs pour ces gens. C'est sans aucun doute, mesdames et messieurs, que les subventions annoncées aujourd'hui vont permettre aux organismes communautaires du milieu d'améliorer l'accueil et l'intégration de ces gens dans notre milieu. Entre 2017 et 2018, près de 20 000 personnes sont passées par le chemin Roxham au Québec pour entrer au Canada, dont une majorité d'Haïtiens.
Une bonne partie de ces Haïtiens se sont destinés à Montréal-Nord, nous dit la mairesse Christine Blas. En seulement 9 mois, les organismes de Montréal-Nord, sous le leadership de l'organisme Entre Parents et grâce à la contribution inestimable des membres du regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne, ont accueilli un peu plus de 3000 nouveaux arrivants. Ce sont des données que nous avons recueillies des organismes, des institutions comme la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, comme le Centre local d'emploi de Montréal-Nord. On devrait rendre public ce portrait-là la semaine prochaine. On estime effectivement à environ 3000 personnes, incluant des enfants qui sont dans nos écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, qui se sont établis à Montréal-Nord depuis l'été 2017. Donc pour les 9 mois de l'enquête, de juillet à mars 2018. Selon Claudel Toussaint de l'arrondissement, ce portrait ne tient pas compte des autres catégories comme réunification familiale, immigrants indépendants, etc., notamment de 2016 à 2018. À titre de comparaison, de 2011 à 2016, 7620 nouveaux arrivants se sont établis à Montréal-Nord, selon les données de Statistique Canada, ce qui porte à plus de 10 000 personnes établies dans l'arrondissement en 5 ans seulement. Parmi les demandeurs d'asile, on retrouve plus de 88% d'Haïtiens, plus de 48% de personnes seules, alors que plus de 45% sont d'une famille avec enfants. Il y avait 56% d'hommes et plus de 43% de femmes. La commission scolaire de la Pointe-de-l'Île a accueilli 405 nouveaux élèves qui sont des enfants de demandeurs d'asile résidant à Montréal-Nord. Plus de 84% d'entre eux ont été intégrés dans une classe d'accueil et plus de 15% dans une classe régulière. C'est l'équivalent de 4 années d'accueil au sein de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Beaucoup d'enfants, hein? Oui, beaucoup d'enfants et le travail est assez important, justement, comme tu l'as dit, pour les responsables de l'éducation qui doivent intégrer tous ces enfants. Imaginez l'équivalent de 4 années d'accueil en une seule année. Ça, c'est du boulot. Et là, les organismes vont pouvoir essouffler et accorder du service. Et à chaque fois, ça crée une pression sur les services, que ce soit au niveau des organismes ou de l'arrondissement. Et Intexto va justement faire un suivi à propos de ça, que ce soit avec l'arrondissement ou la table de quartier de Montréal-Nord, afin de comprendre. Et c'est pas la première fois. En 2010, il y a eu une pression sur les services ici aussi à Montréal-Nord. Dès que il y a une situation comme ça qui concerne les Haïtiens, Montréal-Nord, c'est l'un des arrondissements où la pression s'exerce le plus à Montréal. Oui. Voilà, on reste toujours en matière d'immigration. Oui. Quand on parle de Tijuana, il faut voir cette ville, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'arrive avec ce mot-là? Ville frontalière. Frontalière entre les États-Unis et le Mexique, qui souvent sert de chemin pour beaucoup d'immigrants, pas seulement les Haïtiens, qui viennent un peu de Brésil, Équateur. Exactement. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de 2017, avec les dernières décisions de Donald Trump, on avait environ 8000 Haïtiens parmi qui sont passés par là. Oui, en fait, qui ont été bloqués dans cette ville puisqu'ils ne pouvaient plus se rendre aux États-Unis avec tout ce qu'on sait là. Donc, 8000, c'était énorme à la fin de 2017, l'année dernière. Actuellement, on parle d'environ 2000 Haïtiens. Ils sont passés où? Souvent, ils ont quitté Tijuana? En fait, ils sont encore là. Je te parle des gens... Non, tu me dis qu'il reste 2000. Je ne sais pas ce qui est arrivé, ça c'est une question fondamentale. Mais la réalité, c'est souvent des Haïtiens qui ont déjà leur résidence dans des pays comme le Brésil, etc., qui voulaient aller se rendre aux États-Unis, qui se retrouvent dans cette zone. Et c'est pas facile, on peut l'imaginer. Quand tu voulais traverser après des moments difficiles, traverser plusieurs pays dans des conditions extrêmes, se retrouver à Tijuana dans des conditions inapproprié, d'autant plus que tu avais ta résidence, c'est très compliqué. Là, il y a deux particuliers. La grande traversée. Oui. Madame Magali Benoît et un Mexicain, Carlos Rajos Salazar, qui sont intéressés à ce sujet. Ils ont décidé eux-mêmes, en avril dernier, de se rendre là-bas pour regarder la situation de ces Haïtiens. Ça, là, particulièrement, là-dessus,
plus de peur que de mal. On compte environ 2000 Haïtiens dans cette ville, maintenant dans cette situation. Ouais. Mais selon les constats de Mme Benoît, l'intégration se fait tranquillement en attendant qu'ils puissent se déplacer. Okay. Ils ont quand même essayé. Oui. C'est pas rose, mais ça pourrait être pire, je pense. Ouais. Hein? Donc, ce qui est bien à Tijuana, qu'on a été surpris de voir, c'est que la plupart des gens ont réussi à trouver du travail. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la société en général, l'attitude par rapport aux Haïtiens est plutôt positive. Donc, nous, on s'attendait à avoir du racisme. Oui, il y a du racisme, il y a de l'exploitation, mais on considère les Haïtiens comme des gens travaillants, comme des gens qui sont droits. Et comme des gens qui sont beaux, etc. Bon, il y avait toutes sortes d'idées, mais qui fait qu'il y a en même temps, je pense, une certaine... c'est-à-dire, ils ont pu être intégrés, en tout cas, au niveau du marché du travail. Maintenant, là où ça se complique, c'est que les loyers sont très dispendieux à Tijuana. Donc, ils doivent louer des chambres où on partage les chambres, etc. Ensuite, la question du visa, je pense que c'est la problématique principale. Donc, en ce moment, les démarches sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de démarches. On comprend pas toujours. On n'arrive pas à faire les démarches à temps, à ramasser l'argent nécessaire pour régulariser son statut. Et bon, même chose pour les permis de travail. Donc, alors que la plupart des gens avaient un statut et un permis de travail, de plus en plus, ils vont perdre ce statut-là à cause de ces démarches administratives et du manque d'informations. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a trouvé, c'est que beaucoup de gens, par exemple, vont travailler. Donc, ils ont des droits. Ne serait-ce que de l'accès aux soins, une couverture médicale, en cas de chômage, etc., en cas de maladie ou de blessure, mais les gens sont peu informés. Ouais. Voilà, comme tu as pu l'écouter, c'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés. Là encore, la résilience des Haïtiens revient. Ouais, Enfin, Mme Benoît vient de nous dresser le tableau de la situation, comment ça se passe et la réalité. Mais cependant, il y a un problème majeur qui demeure parce que si les gens arrivent à travailler, Jean-Numa, c'est parce que justement les responsables, les chefs d'entreprise là-bas dans cette ville autorisent leur permis de travail. Tu vois, ils sont constamment liés au travail pour avoir un statut pour rester. Tu vois, c'est intimement lié. Résident temporaire. Justement. Mais c'est intimement lié à leurs activités. Un emploi. Justement. Et ça pose un problème parce que certains chefs d'entreprise peuvent facilement te manipuler. Tu vois, si tu fais pas ça, si tu n'as pas tel ou tel droit, je te bloque ton statut. On va écouter Mme Benoît qui apporte des précisions par rapport à cette réalité. Et un autre problème, c'est que l'emploi, surtout dans les maquilas, est lié à l'obtention du statut. Donc là, il peut y avoir une dépendance envers l'employeur qui peut peut-être... Les maquilas, c'est les usines, c'est ça? Les usines, exactement. Donc c'est plus facile d'obtenir un statut quand on travaille dans une usine, mais ça donne un certain pouvoir à l'employeur. Parce que regarde, si tu fais pas ça, ben moi, je ne te donnerai pas ton statut. Donc il y a toutes sortes de choses qui vont avec ça. L'idée là d'avoir un travail, c'était quand même quelque chose de positif si on compare avec la situation en Haïti où le chômage est quand même assez élevé. Bon, c'est sûr que il y a une résilience qui est assez importante, donc les gens vont continuer d'avancer, vont mettre de côté peut-être ce qu'ils ont vécu et ce qu'il y a derrière. Et je dirais que comme on était là de manière très temporaire, on n'a pas tenté d'entrer trop dans ces détails-là pour particulier, mais bon, et les gens ont des problèmes de santé et se font refuser les soins dans le système de santé. Ils ne savent pas vraiment comment naviguer. Ça c'est une autre paire de manches, là. Ouais. Et c'est pas le seul problème qu'il y a là-bas. Il y a un problème de santé assez important. Ouais. Et là-dessus, Monsieur Carlos, qui faisait partie de la délégation initiative personnelle de ces deux personnes, appelle vraiment au support de tout le monde s'ils peuvent contribuer pour venir en aide au niveau sanitaire à ces gens-là. Ils ont besoin de quoi? Et il va le préciser par rapport à ils vont coordonner ils vont rencontrer pas mal d'acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et bientôt ils vont lancer toute une campagne pour donner les détails sur comment ils vont faire ça, quand est-ce qu'ils comptent retourner et comment les gens peuvent aider. Mais là-dessus, M. Carlos a mis l'accent beaucoup plus sur
le problème de santé et il va expliquer pourquoi ça persiste, même s'il y a une structure sanitaire qui existe déjà au Mexique, mais ça n'empêche pas que les Haïtiens ont des problèmes de santé parce que tout simplement, il manque d'informations et les centres sanitaires ou les hôpitaux sont saturés. Le système de santé du Mexique, il est un système public gratuit, mais c'est vraiment particulièrement Tijuana surchargé parce qu'il y a plusieurs gens qui arrivent déportés, les gens qui sont partout. Donc, il y a sans doute besoin d'assistance à la langue, dans la langue, parce que, dites-moi, comment est-ce que tu peux décrire ton douleur? Il y a plusieurs types de douleurs. Si tu ne parles pas les langues, c'est difficile de les expliquer, exactement, de les exprimer. Donc, au niveau de santé, il y a toujours les problèmes de santé psychologique, surtout quand tu as fait la migration depuis tous les continents américains. Et il y a aussi des autres problèmes chroniques. On a trouvé qu'il y a des gens qui ont des cardiopathies, par exemple. Il y a un homme qui a eu un problème, un édéma cérébral à Tijuana qui a besoin de l'assistance. Donc, il y a plusieurs choses que la communauté d'ici peut faire pour aider les gens là-bas, la communauté d'Haïti. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70$ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7h du matin jusqu'à 16h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Alors, François. Oui. Comment il va? Il va bien, même s'il pleuvine, il va bien, et puis... Non, il pleut des cordes, là, François, n'exagère pas, il pleuvine pas, il pleut des cordes. Il pleuvine. Alors, je salue également Jean-Claude. Bonjour, François. Tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous allez bien ce matin. Ah, ben oui, malgré tout. Alors, hier, vous n'avez pas pu trouver le travail que le maire Labour offrait. Oui. Mais jusqu'à présent, là, s'il y en a qui sont intéressés, qui voudraient effectivement trouver du travail dans la ville du Québec, alors ils peuvent se rendre sur le site de la ville du Québec et puis on va voir les 17 000 emplois qui sont disponibles. Aujourd'hui, il y a un autre sujet qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 enfants d'espions russes qui sont nés à Toronto et qui réclament la citoyenneté canadienne. Alors, ils sont venus ici à Toronto, mais leurs parents étaient des espions russes. Alors, vous savez que normalement, si quelqu'un est né ici, il est citoyen d'office, à moins qu'il soit le fils d'un diplomate. Si vous êtes fils d'un diplomate, vous n'êtes pas citoyen canadien. Alors, maintenant, là, il y a un gros débat, il y a une bataille juridique, et c'est même arrivé à la Cour suprême. C'est que cette bataille juridique, c'est que les enfants, et le gouvernement dit que ce sont des enfants de diplomates russes quand même, parce qu'ils ont été envoyés par le gouvernement russe pour espionner le gouvernement canadien. Les avocats disent non, ils n'ont pas été accrédités comme ambassadeurs ici. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de diplomates, et alors il faut à ce moment-là leur donner la citoyenneté. Alors le dossier est porté devant la Cour suprême, les enfants réclament la citoyenneté canadienne. Alors le gouvernement refuse de leur donner la citoyenneté parce qu'effectivement, ce sont des enfants d'envoyés ou bien de personnes accréditées par le gouvernement, même si c'était des espions. Alors la Cour suprême va donner son verdict d'ici la fin de l'année. Et les enfants disent, on dit qu'on ne peut pas, par exemple, payer pour les parents. On dit les enfants ne veulent pas payer pour les parents parce qu'ils n'étaient pas responsables de ça. Alors, c'est un débat qui s'en vient. OK? Bon, ensuite, au niveau de la citoyenneté, du parrainage, on a un cas
et c'est la députée, la porte-parole de l'immigration pour le NPD qui a dénoncé ce cas, une citoyenne du Pakistan, et qui a vu, on a refusé, on dit bon, on a le droit de refuser à personne, mais cependant, il y a eu des commentaires pas appropriés dans la lettre de refus. On dit à madame, on ne sait pas pourquoi vous vous mariez avec cette personne-là. Ah ouais? Ben oui, c'est que vous êtes, je vais vous dire ce que vous habitez à quelques pâtés de maison de la personne. On donne vraiment des commentaires qui sont très déplacés. De quoi je me mêle? Oui, Madame Kwan, qui est la porte-parole de l'immigration pour le NPD, a dit que oui, refuser une personne, c'est le droit du bureau des visas, mais faire des commentaires qui sont inappropriés, des commentaires en disant que oui, on ne sait pas pourquoi vous habitez là, et puis, en tout cas, c'est des détails vraiment insignifiants. Et le ministre a promis de faire quelque chose parce que normalement, ça ne devrait pas avoir. Non, c'est un document officiel quand même. Oui, exactement, dans une note de ça. Alors, c'est de ça qu'on parle. Et puis, vous terminez. Vous savez qu'à Toronto, il y a des élections qui s'en viennent. Le 7 juin. Alors, un candidat des conservateurs avait fraudé des candidats à l'immigration. Alors, le dossier est sorti. C'est que c'est un monsieur qui s'appelle Ripou Daman Dillion. C'est dans la circonscription de Brenton Nord. Alors, apparemment, lui, il avait une entreprise de consultation en immigration. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dénoncé, qui ont dit que monsieur ne devait pas être candidat. Alors, on a demandé à monsieur Ford de prendre une position. Il a dit non, c'est un bon candidat, et puis, c'est rien du tout. Et en tout cas, ça, c'est incroyable, mais vrai. C'est fou. Il n'est pas différent de son frère, lui. Non, pas du tout, pas du tout. Ben, son frère, je crois qu'il est poursuivi même par la veuve de son frère aujourd'hui. Exactement. Waouh, à Toronto. Ah ben, ça tourne. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, François. Je vous avoue, à demain. Ok, à demain. Je rappelle que François Jean-Denis dirige la ferme Vision Max Service, une ferme spécialisée en immigration. Et vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran sur Facebook si vous avez des questions pour François Jean-Denis. Voilà, on fait la pause, Jean-Étienne. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Pour marcher, ouais, pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, québécois, produit cosmétique greffe permanente, cheveux pour tresse. Non, marcher, ouais, pour faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, des minutes pour amis. Marcher, ouais, pour qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. Les besoins pour force, manger ouais, bon, mon vrai bouillon. Macherubo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Ben voilà, 7h31. On a fait la pause, on a causé à François, notamment de Toronto, de candidats pas très catholiques, ni protestants non plus. Et là, on parle d'Haïti. En Haïti, prise 2 pour la convocation du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Vous vous souvenez, ce beau monde-là était convoqué vendredi dernier au Sénat pour 11h. Ben, ils ne se sont pas pointés. Et là, la commission Justice et Sécurité du Sénat, à travers le bureau, essaye de les recevoir aujourd'hui à 11h. Le vice-président du Sénat, Pierre-François Sildor, confirme qu'effectivement la lettre a été envoyée et qu'il n'a reçu aucune demande écrite de report. Ce que je peux confirmer que la lettre a été adressée au Premier ministre pour l'inviter à venir demain 11h. À savoir s'il va répondre, je ne sais pas. Nous n'avons pas aucune lettre, aucune correspondance de la primature disant que demandant de reporter ou quoi que ce soit sur ce dossier-là. Nous inviter, par possibilité de nous inviter. Si le Premier ministre va venir, il va venir. Dans le cas où il faut venir. Voilà, c'est à 11h ce matin. Et une chance pour le Sénat, le chef de l'État est de retour de Taïwan. Oui. Et justement, c'est la question que j'allais te poser. On en parlait juste hier, un peu dans l'émission d'hier, par rapport à cet accord que Jovenel Moïse a signé avec le gouvernement taïwanais. Qu'est-ce qu'il a apporté comme information autour de cette visite ou autour de cet accord? Jovenel Moïse a surtout revendiqué son droit comme président, comme chef de l'État, et son prérogative en particulier de traiter avec l'international, de gérer toute la question de la coopération internationale ou des affaires étrangères de manière générale. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Et il n'a pas trop expliqué pourquoi il fait le choix de Taïwan plutôt que la Chine populaire. Sauf qu'il a revendiqué son droit de faire un choix. Et il a surtout parlé de sa volonté aujourd'hui d'opérer des changements majeurs au niveau de la coopération d'Haïti avec l'international. Sous dossier coopération avec Taïwan, nous connaissons pile parole à parler pour ici. Ça me dit nous, pour Taïwan comme pour tout l'autre pays, nous voulons et nous engager nous pour nous faire pays à sortir dans le modèle. Côté nous tendez, en pile comme engagé sous nous, ça ne va pas ça va faire comme ça. En pile l'argent. Nous connaissons combien de dizaines de milliards de dollars déjà qui dépensent sur nos pays d'Haïti. Et pourtant, tout indicateur nous en rouge. C'est pour ça que nous prenons décision pour nous repenser complètement le modèle coopération avec tout le monde. Ce n'est pas question de Taïwan, c'est tout le monde, modèle coopération, nous a repensé complètement. Un modèle côté intérêt pays d'Haïti, c'est lui qui prime pour coopération, mais non coopération, gagnant-gagnant. Parce que c'est une mauvaise décision, on pas dit, c'est n'a pas prendre décision même qui mène un pays à côté lié là. Et l'autre Moïse de l'opposition semble n'avoir pas trop... Cette fois Moïse de son prénom. Ouais, justement. De son nom. Donc, il n'a pas trop aimé le choix du chef de l'État. Ce qu'il a dit, Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, c'est que depuis la dernière campagne électorale, qu'il avait perdue d'ailleurs,
il avait opté dans son programme politique pour une coopération beaucoup plus poussée avec la Chine populaire. Ce que le maire de Port-au-Prince aurait souhaité pour la reconstruction de sa ville. Bref, on y reviendra. Mais Moïse Jean-Charles dit que le choix de Jovenel Moïse aujourd'hui est visé par de l'argent et des intérêts personnels. Écoutons Moïse Jean-Charles. Lui-même, comme c'est blanc qui met elle, c'est bourgeois qui met elle, la jeune taïwanais. Pour qui ça? Les Chinois ont avantage personnel. De pour parler avec taïwanais, ils vont mettre dans la poche. Nous avons sans monde qui va révision, sans monde qui va ça pour le faire, c'est toujours la mauvaise décision. Mais autant de le parler, qui sont retenus comme bilan dans ça dit? Dans le bilan dit, il va mettre Wi-Fi pour Janio. C'est ça. Après ça, rien encore. Mon qui te dit, l'argent pas dans la poche, mon yo, manger pas dans le bol, mais qui ça l'offre au premier? Moun faut pas gérer le pays. Toute décision Jovenel Moïse prend, pas qu'il y en a qui vont pour Haïti. C'est dans le contexte ça on dit moun yo, mais fier de Jovenel Moïse. Tout ça le dit yo, il te dit déjà. On seul bagage Jovenel Moïse pour dire. Il pour dire, il va faire 10-20 tournées de l'eau. C'est ça pour dire. Après ça dit tout ça pour dire encore. Pas qu'il y a l'autre choix que tout le monde lève camper pour chasser Jovenel Moïse sous pouvoir. Et vous croyez que Haïti a supposé renforcer les relations avec Grande Chine, c'est l'équipe bon. Mais il faut qu'il y ait caractère, il faut qu'il y ait conviction. Sous tout le monde, les États-Unis, ou bien la France, Canada, ou bien c'est tout le monde là où je suis capable. Voilà, Moïse Jean-Charles qui appelle au renversement de Jovenel Moïse. Mais pour ce faire, Moïse Jean-Charles n'est même pas capable d'organiser une conférence de presse conjointe avec tous les partis de l'opposition. Définitivement, il perd des plumes là. Oui, parce que depuis plus d'un mois, il se plaint de ça d'ailleurs, vous allez pouvoir l'entendre. Il se plaint du fait que cette conférence de presse que l'ensemble de l'opposition devait organiser pour justement consacrer leur réunification, ça n'arrive pas à avoir lieu. Et Moïse Jean-Charles vient d'accorder un délai de 3 jours à ses coéquipiers de l'opposition pour signer cette entente-là. Sinon, il va faire cavalier seul. Incroyable. Document écrit, mon porte correction, tout ça le monde pour venir là-dedans, il va faire. Nous dit pas que problème d'avancer. Nous prenons rendez-vous pour nous conférence vendredi. Nous t'aider montrer jeudi soir. Montrer jeudi soir pour conférence là. Pour nous laisser sénateur au plan. Dans la soirée, soi-disant, yon note mettre vraiment sénateur NL. Nous dit son dossier confidentiel parce que le on dit que non mais il pas publié, dossier pas trop écrit. Sénateur NL va démolir, il prend décision, il va pour conférence. Sénateur au plan pas au courant, c'est dans la matinée. Il fait pas avec cette avocat, on connaît, on va scraper. Nous prenons rendez-vous samedi à pour faire réunion. Pour l'autre décision pour nous dire qu'il a fait confiance là. Ils sont d'accord avec nous pour aller là, restaurant, ambiance, Nariel Jérémy. Nous faisons 2 heures de temps à mettre pied. Dis-nous, qu'on demande l'autre encore. Nous disons certains non d'accord. Après, dis-nous, Nawazis. L'ennemi vient Nawazis. Nous disons pas qu'il y a confiance dans le faire route, non. Mirail TVT. C'est après Mirail fait 30 minutes. Moun yo sorti dans cette réunion. 4 minutes de chèque. Pour qui ça tout bagaille ça yo? Je dis à nous-mêmes, c'est monde qui est responsable. Nous pays en danger. Pour ça, nous ne pouvons pas comme monde qui pique passer dans le courir, en cachette, réalisé. Nous demandons tout le monde qui est dans le groupe là, pour y aller le patron, pour leur dire nous qui est, qui date conférence à faire. C'est de ça même qui est là. Nous attendons tout le monde pour leur dire nous qui est, qui joue conférence à faire. C'est le gars, parce que c'est bon. Nous allons lundi, nous allons mardi, nous allons mercredi, pour leur dire nous qui date conférence pour nous venir participer, pour nous faire accord, pour nous prendre une décision pour Haïti. Après 3 jours, ça y est. Si on ne prend pas aucune décision, comme on dit l'arrivée, nous allons de salir. Nous allons dire que Haïtien prend responsabilité, par contre, solidité politique, et nous allons accompagner les Haïtiens dans un moment difficile, nous trouvons aujourd'hui. Voilà le chef de la plateforme Petite Dessalines qui voudrait renverser quand même tout un régime aujourd'hui et qui n'arrive pas à réunir ses coéquipiers de l'opposition pour une conférence de presse. Ça s'annonce plutôt... Pas une manifestation, là, une conférence de presse. Et la dernière fois qu'ils ont essayé d'organiser une conférence de presse, ça a bardé. Ça a bardé, les journalistes n'ont rien eu, et ils sont repartis bredouilles. Bref. Samuel Madistin qui parle de l'État voyou en ce qui concerne le dossier de Sénèque estimable maintenant. Oui, et Samuel Madistin, du MOPOD, le MOPOD qui n'en démord pas par rapport au régime actuel aussi. Et Samuel Madistin, ancien candidat à la présidence, vous vous souvenez, sous la bannière du MOPOD, appelle au renversement de cet État actuel, y compris de Jovenel Moïse, on comprend bien. Et tout ça à la suite de
de la mésaventure du maire de l'Esther, élu sous la bannière du Mopod. Ce n'est qu'estimable. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Pendant plusieurs jours, 5 jours, il a été porté disparu, il a été kidnappé, selon les dires de M. Estimable et de M. Madistin. Et bon, ce que le Mopod et Samuel Madistin n'aiment pas, c'est la manière avec laquelle le directeur général du ministère de l'Intérieur, M. Fednel Monchéry, a géré cette affaire-là. Fednel Monchéry avait laissé entendre dans les médias que ce serait un auto-kidnapping. Cette histoire-là. Écoutez la réaction de Samuel Madistin. Pour l'État, côté, ou un magistrat dans le pays, qui a une flotte de véhicules, qui a une flotte d'agents de sécurité, et pour des magistrats dans le pays qui a fait 6 mois, ou pas toucher salaire, qui pas des machines, qui pas même une motocyclette, qui pas un agent de sécurité, qui est obligé à voyager dans le transport public. Donc, ce mode l'État, ça va pas bon, non? On l'État pas garantir sécurité citoyenne. Voyager dans le transport public, là, pas un problème, non? Mais c'est comment l'État garantit sécurité monio. Regardez ça qui passe sous Delma hier soir. Comment on perd de famille, perdu la ville bêtement. Parce que le crime dans le pays, il vient banaliser parce que l'État est tellement faible. L'État n'a pas qu'à protéger la vie. L'État n'a pas qu'à sécuriser le pays. L'État n'a pas qu'à sécuriser les citoyens. L'État, c'est pour un petit groupe de monde qui est riche lié. Gros masse peuple là, pas joindre protection l'État. Mode l'État, ça va bon. Nous obligés de renverser lui pour nous changer l'État. Nous sommes obligés de changer l'État, ça. Et c'est Nek Estimable, lui aussi, qui s'en prend au directeur général du ministère de l'Intérieur. Oui, absolument. Et il réclame même des excuses publiques de la part du ministère, notamment de Fednel Monchéry. C'est l'une des rares fois depuis son enlèvement ou sa disparition, appelez ça comme vous voulez, là, qu'il parle publiquement de cette question-là. Et vous avez entendu Samuel Madistin qui disait que certains maires, comme Sénèque Estimable, enfin, n'ont pas de voiture, n'ont pas de véhicule, mais ça a l'air qu'il a un véhicule. Même son adjoint, M. Dorcillon, il a eu son véhicule incendié là-bas. Donc, ce maire-là, il possède des voitures. Écoutons Sénèque Estimable. Bien dit là tout à l'heure, mettre la saute, mettre la licence au deal. Donc c'est parce qu'il n'est pas bien informé. Ça, c'est une responsabilité comme dirigeant. Il a mon téléphone. Au moment où il a laissé presque ces mêmes bagages-là. Donc, moi, je me demande pour le faire une excuse publique par rapport à ça qui passe. C'est pas un collègue, moi, il a pris pour le deal. Même si il a fait dans la radio, il a fait dans l'autre radio, c'est pour retourner pour le dire même bagages-là. Donc, machine, ça, c'est pour Emeria? Non, c'est pas vrai, personne, machine. Nous allons connaître ça très bientôt. Donc, en plus, je dis à ma prière, il faut que nous ayons une justice, je pense que tout l'État, ça va aller un exemple pour l'État montrer son l'État fort. Parce qu'on avait formé très bientôt de ça qui passe. On va parler encore de municipalité. Il a une voiture personnelle, il le confirme. Ouais, bien sûr. Contrairement à ce qu'a dit Samuel Madistin. Ouais. On va parler de municipalité, mais cette fois, on va retourner au CAI, Jean-Huma. Oui. Qu'est-ce qui va se passer après la démission sans retour de M. Fortuné? Ouais, c'est ça. On croyait qu'il revenait plutôt au ministère de l'Intérieur de nommer un maire intérimaire à la suite de la démission de Gabriel Fortuné, intervenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier à la suite de manifestations de petites marchandes au marché Caïfé, au CAI. Et bon, selon le chef de l'OPL, le nouveau chef de l'OPL, l'ancien sénateur d'Enip, Edgar Leblanc fils, eh bien, il faudrait que le conseil électoral provisoire, dans un délai de 30 jours, après notification officielle, évidemment, que le conseil électoral provisoire organise des élections partielles au niveau municipal pour remplacer Gabriel Fortuné. C'est un fait, le maire libre d'émission, il dit pas pour retourner sous lui. Je suppose que les formellement avisé et le gouvernement et le conseil électoral. Le conseil électoral a normalement gagné dans les 30 jours à 60 jours, etc. pour prendre les dispositions parce que le maire principal ayant démissionné, eh bien, conseil là, il caduque. Ok? Si c'était un maire suppléant, c'est différent. C'est pas au ministère de l'Intérieur de remplacer. C'est au conseil électoral de prendre toutes les dispositions. Je pense que l'État est bon, que le conseil électoral là et que l'autorité exécutive tout profiter de ça, etc. pour inscrire nous dans l'institutionnalisation dans le cadre de réalisation d'élection. C'est 30 jours pour ça fait à partir du moment que CEP en recevoir et formellement il dit que le recevoir, l'immobiliser la machine. Voilà.
Edgar Leblanc, fils qui est un ancien président du Sénat et qui connaît bien les rouages, les questions d'élection et les principes en cette matière également. Il semble que la justice haïtienne voudrait faire une enquête judiciaire sur la mort du journaliste Le Gagneur qui est porté disparu, ça fait plusieurs mois déjà. Ouais, absolument. Ouais. Effectivement, l'enquête est en cours et le dossier part devant le cabinet d'instruction, part devant le juge Wilner Morin en particulier. Wilner Morin qui traite beaucoup de dossiers. Ces jours-ci, on entend son nom souvent au niveau du système judiciaire. Hier, le juge d'instruction a entendu la femme de Vladimir Le Gagneur, justement, pour recueillir des informations. Il y a un autre photojournaliste qui le dernier à avoir vu Le Gagneur avant son départ pour ce reportage à Grand Ravine. Et il doit être entendu également. Et il y a beaucoup d'associations de journalistes, des journalistes, des photojournalistes aussi, qui se sont massés, qui en ont profité pour organiser un sitting devant le palais de justice afin de faire pression sur les autorités, à la fois policières, judiciaires et politiques, afin de faire la lumière sur toute cette question. Diego Charles. Elle s'est déroulée dans une atmosphère sereine, a confié l'un des défenseurs de la famille Le Gagneur, Maître Jacques Létan. L'homme de loi a informé qu'un des confrères photojournalistes de Vladimir Le Gagneur, soit le dernier à l'avoir vu avant de se rendre à Grand Ravine, sera également auditionné jeudi prochain dans le cadre de cette enquête judiciaire. L'instruction s'est déroulée de façon sereine. Le magistrat a gagné pour le temps d'interroger, auditionner en pilote dans le cadre de séance. Le cas échéant, fait des déplacements. Et Mme Le Gagneur a gagné pour les retourner dans le cabinet d'instruction dans la semaine qui vient. Avant la fin de la semaine aussi, il y a un photojournaliste qui était peut-être même jour, l'ai invité aussi au niveau du cabinet d'instruction le jeudi de cette semaine. L'audition de ce lundi constitue une avancée importante enregistrée dans le cadre de cette affaire, s'est réjouie l'épouse de Vladimir Le Gagneur. Fleurette Guerrier Le Gagneur a dit espérer que le juge Morin prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire toute la lumière sur la disparition de son mari. On souffre parce que moi, le dossier a envie d'avancer. Donc ça aide tout bon espoir que c'est pas pour une enquête se poursuivre, mais m'a pas arrivé jeune réponse avec toutes questions que m'a posées sur disparition de mari. Question comme ça. Est-ce que vivant, est-ce que mourir, si mourir, qui cause? Bon, puisque s'il était dans cas de disparition, donc nous souhaitons jeunes vivants. Porté disparu depuis le 14 mars dernier, il a fallu attendre 10 semaines environ pour transférer le dossier de Vladimir Le Gagneur au cabinet d'instruction. Les organisateurs du sit-in ont renouvelé leur détermination de poursuivre la mobilisation en vue d'obtenir satisfaction par rapport à ce dossier. Ils annoncent un autre sit-in ce mardi devant le Parlement à l'occasion de la rencontre entre le Conseil supérieur de la police nationale et la Commission justice, sécurité publique et défense nationale du Grand Corps. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisagez une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié
qualité. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. h 50, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le 5 juin, 5 FM. Hein? Ouh. Et nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube à l'heure de ce magazine Nos Nouvelles apportées par Intexto, intexto.ca. Visitez notre site, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, notamment sur une haïtienne, d'exception, selon les chambres, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle a remporté le Mercure en avril dernier. Il y a un article sur elle, Renée Amilcar, qu'elle s'appelle. D'ailleurs, on vous promet un reportage sur cette haïtienne-là, beaucoup plus complet, pas seulement à propos du Mercure qu'elle a reçu, mais de son rôle. C'est la première noire à siéger au sein du comité exécutif de la STM, la Société de transport de Montréal. Ouais. Tu prends l'autobus des fois. Oui. Tu sais que c'est une haïtienne qui gère tout ça. Ouais. Sur toute l'île de Montréal. Et ça, c'est quand même intéressant. On va vous parler de ça bientôt. Oui. Ouais. Mais en attendant, allez lire un peu cet article sur Renée Amilcar sur notre site internet intexto.ca à propos du Mercure qu'elle a reçu. Il y avait vraiment beaucoup de finalistes et c'est l'haïtienne qui l'a reçu. Bref, on fait des commentaires sur Haïti. On va parler d'opposition. Comment ça se porte, ça? Comment tu vois ça, Jean-Étienne? Tu viens d'entendre Moïse Jean-Charles qui appelle au renversement de Jovenel Moïse. OK. Bon, maintenant, Moïse Jean-Charles est conscient, à l'entendre, il est conscient qu'il ne peut pas renverser seul. Mais ça a l'air que oui. Ou qu'il ne voudrait pas le renverser seul. Parce qu'il menace avec son ultimatum de 3 jours à ses collègues de l'opposition, il menace de reprendre le macadam seul. Bref, mais depuis quelques mois, Moïse Jean-Charles était dans une logique d'unification de l'opposition afin de lancer une mobilisation contre le pouvoir en place. Depuis quelques mois, il n'arrive même pas à signer un protocole d'accord sur cette question-là. Même une conférence de presse, il n'arrive pas à organiser. La dernière fois qu'ils ont tenté de faire ça, ça remonte à plusieurs mois d'ailleurs, à 2 mois peut-être, ça s'est gâté, ça a bardé pendant la conférence de presse devant les journalistes qui sont repartis bredouilles, qui n'ont rien eu parce qu'il y avait des militants, la Valas, Petite Dessalines et patati et patata qui voulaient revendiquer la paternité de tout ça. OK, mais Moïse Jean-Charles veut renverser ce régime-là. Écoutez, la première chose que j'aimerais souligner, c'est que la façon dont on conçoit l'opposition en Haïti, je ne pense pas que c'est la meilleure des façons. On voit une structure, permettez-moi de le dire, désorganisée, qui n'est pas structurée du tout, ce qu'on appelle l'opposition en Haïti. D'ailleurs, quand tu parles de l'opposition, tu parles de qui? Ça peut être Moïse Jean-Charles, ça peut être quelqu'un de Mopod, ça peut être Samuel Madistin. Et c'est justement la faiblesse de cette opposition en Haïti. On le sait, ce même Moïse Jean-Charles était là pendant tous les 5 ans du président Martelly, avec toutes ces manifestations, permettez-moi encore de dire le mot, c'est vacam dans la presse, mais le président Martelly a pu faire son mandat tout simplement justement parce qu'il n'y a pas une opposition organisée, structurée en Haïti. Et tant que les gens de l'opposition haïtienne ne comprennent pas la nécessité d'abord de s'organiser, de s'entendre vraiment sur ce qu'ils veulent faire,
ce sera toujours comme ça. Ils vont passer du temps à faire des déclarations tout le temps dans la presse, et puis au final, il n'y a pas une force de frappe, une réponse appropriée. Ça, c'est la première remarque. C'est difficile de parler d'opposition. Prenons l'exemple d'ici au Canada, ou que ce soit au Québec, ou au niveau de la Fédération canadienne. Quand on parle d'opposition officielle, on parle de partis qui ont un certain nombre d'élus au Parlement, à l'Assemblée. Une opposition officielle, ça se fait à l'intérieur d'une assemblée politique, un Parlement. C'est comme ça, c'est classique. Les théoriciens politiques l'ont défini comme ça, et puis tout le monde l'admet comme ça. Mais en Haïti, on parle tout le temps d'opposition, mais on devrait parler de groupes de pression politique. Définitivement. Et c'est même pas de groupes bien organisés, là. Non, c'est même pas. Non seulement c'est pas organisé, mais c'est des groupes de pression. Alors, je crois que le terme opposition pour Haïti, je suis désolé, il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que dans la tête de beaucoup de politiciens haïtiens, quand tu parles d'opposition, tu dois t'opposer à tout ce que le gouvernement dit. S'il dit à gauche, tu fais à droite. C'est comme ça, je le vois. Mais c'est pas ça une opposition. C'est justement ça le problème. C'est pas ça. Le deuxième grand problème que j'ai avec ces structures-là en Haïti, c'est qu'ils proposent. Justement, il n'y a aucune alternative. On est là justement, quand le président dit à gauche, on dit à droite, sans analyser, sans faire une petite analyse pour voir est-ce qu'il a tort, est-ce que ça pourrait aider le pays, non. Parce que dès que c'est le président qui dit quelque chose, je suis dans l'opposition, je m'oppose, et c'est ça l'opposition. Je m'amuse à m'opposer à ça. Sans pouvoir donner une alternative, sans faire... Là, à ce moment-là, tu deviens ridicule. Hein. Tout simplement. Et c'est un peu ce qui arrive à M. Moïse. Jean-Charles, quand tu entends Maurice Jean-Charles, Jean-Numa, te dire qu'il n'arrive pas à rassembler les acteurs soi-disant de l'opposition pour renverser le gouvernement, c'est un cri d'alarme de quelqu'un qui est comme Moïse Jean-Charles. C'est vraiment l'impuissance. C'est paradoxal. Ça témoigne une grande impuissance au niveau en tout cas, de la façon de faire de Moïse Jean-Charles. En tout cas, Monsieur Jean-Charles est paradoxal. Parce que vous n'arrivez même pas à réunir ce que vous appelez opposition, que moi je considère comme des groupes de pression politique, tout simplement. Vous n'arrivez même pas à les réunir autour d'une table par devant des journalistes pour annoncer une campagne de mobilisation. Vous n'arrivez même pas à faire ça. Et puis vous osez, si vous permettez, demander le départ du chef de l'État. Il va rester là tranquille jusqu'à la fin de son mandat. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir. On vous retrouve demain. Jean-Numa Goudou et moi, Jean-Thiom Dorsan, pour une autre édition de nos nouvelles. Merci, au revoir.